précisément sur ce thème. Donc les choses sont sues, ce qui est certain, c'est qu'il ne suffirait pas de supprimer la référence aux familles homoparentales pour rendre ce texte acceptable. Non. Non, Tugdual. Non, certes pas. Puis, pour prolonger ce qui a été dit sur le plan politique, je crois qu'il y a un petit peu un jeu de dupes. L'illusion d'un côté, qu'en satisfaisant à minima, on va éteindre leurs revendications. Mais je dirais tout fonctionne un petit peu comme des parents avec un adolescent. À un moment donné, il faut savoir dire non, assez clairement. Et en disant non, effectivement, on frustre, mais de ce fait, des désirs impossibles sont refoulés, s'éteignent d'eux-mêmes. Tandis qu'en commençant à lâcher du lest sur ce type de sujet, pour prétendre n'en lâcher qu'un tout petit peu, on ouvre une boîte de Pandore. On génère des désirs impossibles qui vont être renouvelés. Et en tout bon, entre guillemets, syndicaliste, ceux qui sont théoriquement contentés par le lest qu'on a lâché vont se dire insatisfaits et voudront toujours plus. Et donc, nous sommes dans une société tout à fait adolescente, et spécialement sur ces sujets. Et dans certains cas, il est absolument nécessaire que des repères soient fondés, soient dits clairement. Et ça a un facteur de pacification. Donc si à un moment donné, on commence à le dire fermement, eh bien, peut-être que le débat s'en trouverait pacifié et que certaines personnes qui revendiquaient ne revendiqueraient plus. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, et Béatrice Bourges, pour le moment, présidente du collectif pour la protection En fait, c'est présidente de l'association pour la protection de l'enfance, je suis désolée, c'est un peu long, et porte-parole du collectif pour l'enfant. Porte-parole du collectif, voilà. Et le thème est le statut des beaux-parents. Voilà, alors j'ai quelques messages. Une auditrice: je suis contre l'avortement, mais la solution in vitro est parfois souhaitable pour l'harmonie du couple. Ce n'est pas comme l'utilisation d'un don de sperme dont on ne connaît pas le père. Ça, c'est une question pour Tugdual Derville. Et un auditeur: en quoi se mesure la sincérité d'un amour? En mètres? En kilos? Voilà, là c'est toujours effectivement la discussion sur le bonheur national brut. Comment est-ce que l'on pourrait mesurer la satisfaction d'une société, ou en tout cas d'une relation. La question sur la fécondation in vitro. Alors c'est peut-être pas le thème de l'émission, et c'est moi qu'il est abordé sous cet angle. Bien non, la question qui nous préoccupe, nous, c'est que dans les fécondations in vitro, il y a la création de beaucoup d'embryons pour que finalement un seul naisse. Et ce qui nous préoccupe, c'est que en gros, c'est 19 embryons pour qu'un seul naisse. Eh bien, quel est leur statut? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut taire, même s'il y a la grande joie d'accueillir un enfant quand il naît, est-ce qu'on peut taire qu'il y en a eu en moyenne 17 qui ont été créés et qui ont dû être détruits ou congelés, etc. Voilà, et c'est un enjeu majeur. C'est tout l'enjeu des lois de bioéthique qui sont en voie de révision cette année, et dont la révision aboutira sans doute l'an prochain. Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ces techniques, eh bien voilà qu'on ouvre la boîte de Pandore de désirs nouveaux qui s'étaient jusqu'alors impossibles, et que des personnes qui vivent à deux hommes se disent pourquoi on n'aurait pas une descendance avec en louant entre guillemets l'utérus d'une femme, que ce soit aux États-Unis ou peut-être bientôt en France si c'était légalisé, et puis etc. Et donc finalement, à partir du moment où effectivement le biologique je dirais, ne devient plus la modalité de procréation naturelle, eh bien, toutes sortes de choses et de dérives dont les enfants seront les victimes, de notre point de vue, risquent d'advenir. Ah, pour poursuivre, Jacqueline, vous souhaitiez dire quelque chose, non? Alors, pour poursuivre donc sur la surenchère des associations dont vous parliez à l'instant, Tugdual, j'ai sous les yeux donc le communiqué de presse de l'inter-LGBT. Donc inter-LGBT, c'est l'inter-lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel. Voilà, communiqué du 3 mars 2009 qui dit: si l'inter-LGBT salue les premiers pas contenus dans cet avant-projet de loi, donc il y a une satisfaction quand même de certaines revendications, elle regrette toutefois qu'ils ne permettent pas l'adoption de l'enfant du partenaire au sein des couples pacsés et des couples de concubins, comme c'est aujourd'hui possible pour les couples mariés. Cette procédure permettrait de créer un lien de filiation et aurait donc des conséquences concrètes sur la pérennité de la relation entre l'enfant et le parent social, ainsi qu'en matière d'héritage. Elle regrette également, c'est un peu long mais je pense que ça mérite d'être cité, l'inter-LGBT regrette également que le parent non biologique, c'est une notion en fait qu'il faudrait préciser, dans un cadre homoparental, ne reste finalement considéré que comme un tiers et non comme un parent à part entière. Voilà. Derrière ça, il faut vraiment dire, mais quid de l'enfant? Quid de l'enfant? Un enfant a le droit de se rebeller contre ses parents. Et ça fait même sans doute partie d'un processus assez naturel à l'adolescence. Je dis ça en tant que père d'adolescent. Et il faut savoir entendre ça, y compris une certaine violence, etc. Et voilà. Qu'est-ce qui va advenir comme capacité, possibilité pour un enfant de le faire sans tout rompre?
sans tout rompre, quand il s'agira de liens que juridiquement on lui aura artificiellement imposés. Et rompre d'ailleurs avec lequel de ses parents, s'il y a plusieurs parents autour. Enfin, j'imagine d'ailleurs que cela peut poser, en fait, au sein de ce type de famille recomposée, ou ce couple de, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, parce que famille est un mot abusif en l'occurrence, mais ça pourrait créer des tensions sur en quelque sorte la possession de l'enfant. Oui, parce que en prétendant construire des familles, qu'on dira progressistes, nouvelles, voilà, en inventant, parce que ce qu'on dit assez souvent, les nouvelles familles, on déconstruit. On casse des repères qui sont des repères naturels et donc dont personne n'est responsable si ce n'est la nature. À partir du moment où c'est le droit qui impose des liens à des enfants qui sont des liens artificiels, eh bien, est-ce que le plus faible n'en est pas assez naturellement victime? Celui qui n'a pas la capacité de se défendre, celui auquel on impose une sorte de relation affective comme une injonction. Et cette injonction-là, elle est tout à fait totalitaire. Je voudrais aussi dire une autre chose qu'on a remarqué à propos de toutes ces revendications. Je me souviens que Jean-Paul Pouliquin, à l'époque où son futur Pax ne s'appelait que CUC, oui, il défendait. C'est le promoteur en fait du Pax, oui, le promoteur du PIC, il y a le PIC, et il y a même eu le contrat d'union libre. Voilà. Et il disait, Jean-Paul Pouliquin disait, le mariage républicain se cassera bel et bien la figure lorsque notre contrat aura fait ses preuves. Et il n'avait pas totalement tort, parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui. On peut dire aussi, la mauvaise monnaie chasse la bonne. À partir du moment où on propose des bricolages, disons, de facilité, qui n'interrogent plus sur l'intérêt profond de l'enfant, mais qui simplement répondent à des impulsions, à des désirs qui peuvent être extrêmement mouvants, voilà qu'on remplace un système stable, structurant, par un système déstructuré. Et on le voit, il y a réellement, certes, des personnes homosexuelles, très minoritaires d'ailleurs, mais qui souhaitent, au fond, créer une sorte de système familial qui ressemble à cette famille structurée d'un père et d'une mère de sexe complémentaire, etc., faut-il le souligner. Mais il y en a aussi un certain nombre qui revendiquent la brisure, la cassure du modèle qu'ils appellent hétérocentristes, hétérocentrés. Et je vois certains qui disent, par exemple, les autres familles vont peut-être être influencées, il pourra bientôt y avoir des familles hétérosexuelles non conjugales, les amoureux d'un côté, les parents de l'autre, etc. Ça c'était rapporté par extrait d'un article de Libération de Charlotte Rothman qui retrace une réunion où, au fond, des personnes qui revendiquent l'homoparentalité disent explicitement ça va permettre de casser les systèmes. Il y aura plusieurs parents, il y a le parent qui va pouvoir donner la vie de manière biologique, il y a celui qui va élever, il y a peut-être un autre qui sera un référent. Et donc, on casse un système. Et c'est tout à fait transgressif. Et on est dans une logique de rupture, précisément, Béatrice Bourges. Oui, en fait, moi, je suis extrêmement inquiète par cette dérive des mots. J'entends l'autre jour de Nadine Morano parler de parents coéducateurs. Secrétaire d'État à la famille. Voilà, secrétaire d'État à la famille. Elle parle de parents coéducateurs, de mères coéducatrices, qui n'est donc pas la mère de l'enfant. Et finalement, ce que je trouve très inquiétant, c'est que ça rentre dans le vocabulaire. Dire, on parle et même nous, on finit par parler de parents sociaux, on parle de mères sociales. Oui, je vais donner juste un petit exemple. De familles homoparentales, il faudrait absolument trouver un thème. Voilà. Et pour parler de très concrètement, on va aborder un exemple. Une femme lesbienne qui va faire une procréation médicalement assistée et qui se retrouve donc mère d'un enfant. Si on parle de parents coéducateurs, on considère que la coéducatrice devient la mère. Elle est mère si elle éduque l'enfant. Cette femme, donc, vit avec une compagne qui devient la mère de l'enfant. Puisqu'en fait, on dit mère coéducatrice, elle devient la mère de l'enfant. Il est souvent, difficile, poursuivre la démonstration, mais c'est vrai qu'il est souvent difficile d'éclaircir les choses, compte tenu que les mots n'ont plus du tout sens. Mais c'est pour ça que moi, c'est vraiment ce qui m'inquiète énormément, c'est que on se retrouve même nous-mêmes à employer des mots de vocabulaire qui finalement ne veulent plus rien dire. Vous imaginez bien que si on dit la mère coéducatrice, qu'est-ce qu'on retient dans l'affaire? On retient le mot mère. Donc on va prendre cet enfant qui va avoir une mère biologique, une mère coéducatrice, donc mère, qui va élever cet enfant pendant, on va dire, 5 ans, puis une deuxième femme qui va arriver dans la vie de la première mère, qui va donc être une mère coéducatrice, que cet enfant peut appeler également maman. Et puis, on va considérer qu'il peut y avoir une troisième mère. Ça veut dire que cet enfant va se retrouver avec 4 personnes qu'il va appeler maman. Dans l'avant-projet de loi, il est dit que l'enfant pourra garder des liens affectifs, c'est-à-dire que on peut imposer par la loi, et c'est là que je trouve ça surréaliste, on peut imposer par la loi des liens affectifs, comme si on avait besoin d'un papier pour dire je t'aime. Je trouve que c'est quand même... on nage dans l'absurdité la plus complète. Imaginez ce petit enfant qui devient adolescent
il y a 4 personnes qui l'appellent maman, parce que c'est ça qu'on veut nous dire, hein. C'est aussi basique que ça. Il y a 4 personnes qui va appeler maman, et en plus, la loi dit qu'il va pouvoir garder des liens affectifs avec lui. Eh ben, ces week-ends, il va avoir un agenda de ministre, franchement, parce qu'il va falloir qu'il se partage entre ces 4 mères qui va appeler maman, et comme la loi autorisera ces femmes à continuer à avoir cet enfant, autorisera, voire obligera presque cet enfant, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une espèce de chantage affectif qui est fait. C'est-à-dire que cet enfant va éventuellement pas vouloir déplaire à sa mère, et donc il va éventuellement aller voir ses autres mères, parce que qu'est-ce qu'il souhaite cet enfant? Il souhaite tout simplement être aimé. Il souhaite tout simplement être aimé. Et donc il va se retrouver avec 4 personnes qui vont intervenir dans son éducation et qui vont toutes les 4 s'appeler maman. Mais en fait c'est ça. Quand on dit il faut la réalité des choses, moi, alors on me dit mais vous êtes complètement à côté de la plaque. La réalité des choses. Nadine Morano dit effectivement que les personnes qui s'opposent à ce projet-là sont